Bonjour et bienvenue dans Trendspotting, le podcast qui décrypte les tendances émergentes. Aujourd'hui, je reçois Hélène Cahen qui est basée à Berkeley et elle intervient à l'Executive Education Programme de AS, qui est la Business School de Berkeley, et en particulier sur les sujets d'innovation. Elle est spécialisée sur le business model Canvas et elle est l'auteure d'un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est titré Fire Up Innovation, qui est un guide pratique pour stimuler la créativité et l'innovation en entreprise. Alors Hélène a une large expérience d'entrepreneur et de consultante en innovation et son livre propose des outils concrets et des exercices pratiques qui sont très utiles pour toutes celles et tous ceux, c'est mon cas, qui organisent des ateliers, font des workshops de créativité et d'innovation. Bonjour Hélène. Bonjour Michel. On s'est rencontrés à TED cette année et j'ai parcouru ton livre et j'ai vu que tu basais ta méthode sur 4 étapes dans le processus d'innovation. Est-ce que tu peux nous rappeler ces étapes ? Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de méthodologies d'innovation, mais ces 4 étapes, elles sont d'une manière universelle. Même si elle est décrite parfois en 5, en 7, il y a 4 choses qu'il faut faire quand on innove. La première chose, il faut comprendre le problème. Regarder les informations des études, parler aux consommateurs, aux utilisateurs, vraiment comprendre le problème. La deuxième étape, c'est avoir des idées pour résoudre ce problème. Beaucoup d'idées, parce que la quantité est importante. La troisième étape, c'est qu'une fois que vous avez ces idées, il faut que vous les développiez, avoir des solutions, des prototypes, les tester avec les utilisateurs potentiels, avoir du feedback pour pouvoir améliorer. Et finalement, vous devez la mettre en pratique et la lancer sur vos marchés, ou si c'est à l'interne, pour vos équipes, etc. Et ces 4 étapes, est-ce qu'elles sont linéaires ou est-ce qu'elles sont récursives ? C'est des boucles ? Comment ça se passe exactement quand tu es dans un processus d'innovation ? Malheureusement, dans l'innovation, rien n'est linéaire. Donc, on peut commencer à travailler sur un problème, on identifie le problème, on identifie des idées et on s'aperçoit que des idées ne marchent pas. Et parfois, il faut revenir en arrière sur le problème, etc. Donc, en fait, l'innovation est itérative et vous pouvez aller de la première étape à la fin, ça c'est idéal, mais il y a beaucoup de chances que vous ayez des boucles où vous deviez revenir sur une étape, 2 étapes, 3 étapes, ou recommencer complètement si vos idées, si vos solutions que vous développez et vous lancez ne réussissent pas sur le marché. Bon, c'est un processus que j'imagine que nos auditeurs connaissent bien, ce processus itératif, agile. Mais si on rentre un peu plus en détail sur chacune des activités que tu cites, est-ce que tu peux nous donner soit des exemples d'activités, soit même des exemples de projets que tu as menés à chacune des étapes pour essayer d'illustrer, pour qu'on comprenne bien ta méthode ? Bien sûr, donc il y a beaucoup d'outils et ma philosophie sur les outils, c'est que les outils ne sont utiles que si on comprend les étapes elles-mêmes. Et l'autre chose, c'est que les outils, j'en connais des centaines, mais je préfère en avoir quelques-uns qu'on utilise bien, qui sont simples et que tout le monde comprend, plutôt qu'avoir des outils qui peut-être seraient bien, sauf que la complication rend l'outil vraiment inutilisable ou pas très utilisable. Donc, si on prend les 4 étapes, pour comprendre le problème, la première chose, c'est déjà se dire qu'il y a plus qu'un problème à résoudre. Et très souvent, une équipe va commencer en se disant, voilà le problème qu'on résout, et ne prendre même pas beaucoup de temps pour être sûr que c'est le bon problème. Donc, une fois qu'on a trouvé nos informations, que ce soit des informations qualitatives ou quantitatives, une fois qu'on a ces informations, qu'est-ce qu'on découvre et une méthode qui est très simple, c'est d'identifier beaucoup de problèmes. Donc, vous parlez, et il y en a un en anglais, ça s'appelle le ladder of abstraction, l'échelle d'abstraction. Donc, vous partez de votre problème. Par exemple, comment avoir une barre qui a plus de protéines, disons, si on est sur le marché de la barre protéinée, en se disant, bon, c'est peut-être le problème, mais il y en a d'autres. Alors, on le monte dans l'échelle en disant, pourquoi est-ce que c'est important ?
Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une barre protéinée? Parce que on apprend que quand on devient plus âgé, en fait, si on n'a pas assez de protéines, on perd du muscle et que ce muscle, on ne peut jamais le récupérer. Donc, vous avez un nouveau problème quand vous avez posé cette question. Un nouveau problème, c'est comment conserver notre masse musculaire quand on devient plus vieux. Et on peut commencer de plus en plus haut. Donc, on peut décider que le problème, c'est la barre protéinée. On peut décider que tout notre business, ça va être vraiment aider les personnes qui ont la 50 ou la soixantaine à garder leur masse musculaire. Et peut-être que la solution n'est pas du tout une barre protéinée, mais quelque chose d'autre. À l'inverse, on peut descendre de l'échelle et on peut dire quels sont les obstacles pour avoir cette barre protéinée. Alors, quels sont les obstacles pour avoir une barre protéinée? C'est qu'on ne connaît pas la composition idéale des protéines. Ok, donc il y a un nouveau problème, c'est comment optimiser la barre protéinée pour avoir la meilleure qualité de protéines. Et on peut descendre encore. Donc du problème originel, on arrive à générer 20, 30, 40 problèmes et décider vraiment quel est le problème qu'on veut vraiment résoudre et qui va nous permettre d'être peut-être déjà au niveau du problème, de regarder l'innovation d'une manière complètement différente. Donc ça, c'est la première étape. Et ça, c'est que la première étape. Ça, c'est que la première étape. C'est juste un outil possible pour la première étape. Il y en a d'autres, mais c'est pour donner l'exemple. La deuxième étape, on va aller peut-être un petit peu plus vite parce que les gens connaissent la technique que tout le monde connaît, sauf que personne ne la connaît bien, c'est le brainstorming. Alors, on prend notre problème qu'on a identifié et on identifie beaucoup d'idées. Le problème de ça, c'est que souvent déjà, on n'identifie pas assez d'idées. 10 ou 15 idées, ça suffit. Et moi, quand j'ai des équipes, je leur dis, mais non, il faut en avoir 100, 200, 300. Avec AI, vous pouvez en avoir encore beaucoup plus. Donc, avoir des idées, c'est en avoir beaucoup. Pourquoi? Parce que les premières idées, ça va être les choses les plus évidentes. Et ces choses évidentes, soit elles ont déjà été testées, soit elles existent déjà, soit il y a une raison pour laquelle ne pas les faire. Et que plus on pousse le nombre d'idées, plus on a de chances d'avoir des idées intéressantes. Donc ça, c'est la première étape du brainstorming que tout le monde connaît, même s'il n'y en a pas assez d'idées. Mais la deuxième étape du brainstorming qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 100, 200, 500 idées. Et c'est vrai, donc en créativité, il y a un principe qui est très important, qui est la balance dynamique. Et dans la balance dynamique, ça veut dire que à quelques phases du processus de créativité, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut diverger, donc avoir beaucoup de problèmes, beaucoup d'idées, beaucoup de prototypes, beaucoup de manières de s'implanter sur le marché. Et ensuite, on doit converger. Converger, c'est prendre ses décisions. Et c'est donc comment est-ce qu'on doit prendre des décisions et il faut vraiment passer du temps sur cette décision. Donc, on revient sur notre étape d'idéation. Comment est-ce qu'on prend cette décision? Avoir des critères très clairs pour que ça soit pas « Ah ben moi j'aime bien cette idée et moi j'aime bien cette idée ». C'est pas le problème. C'est comment est-ce qu'on définit le succès? Quels sont les critères? Et prendre une règle basique, c'est que si vous avez passé 1 heure pour générer vos idées, ou avec AI peut-être 5 minutes, il faut passer beaucoup plus de temps, 2 fois plus, si ce n'est pas plus, à vraiment prendre ces décisions. Parce que c'est ces décisions de ces 200, 500 idées, ou peut-être les 10 que vous allez continuer un peu plus loin, ça c'est la partie importante. Et ça c'est la partie, il faut vraiment passer du temps. Donc comment on choisit ces idées? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui nous permettent de filtrer? Alors, il n'y en a pas particulier, mais il faut quelque chose qui est très important, c'est d'avoir des critères au début du projet, pas à mi-course. Alors, le critère, ça peut être qu'est-ce qui est faisable, ça peut être un budget, ça peut être un temps, c'est-à-dire qu'on veut des idées qu'on peut implémenter dans les 2 ans. Si ça met 20 ans, c'est pas intéressant. On peut avoir un critère sur le type de marché où on veut aller, ou le type de consommateur, ou des critères internes sur ça doit passer un certain filtre, ou ça doit être dans aligné avec notre vision, ou etc. Mais il faut être très clair sur les critères. Donc il n'y a pas une manière, mais c'est important d'avoir au début d'un projet, et parfois ça peut changer, c'est d'accord, parce que l'itération, comme on a dit, elle n'est pas linéaire. Mais il faut être clair sur comment est-ce qu'on va prendre ces décisions. Et les critères peuvent aussi être différents au début, où on veut laisser vraiment de place pour des idées nouvelles, et vers la fin, ou quand on est plus près de l'implémenter sur le marché, à ce moment-là, il y a des critères qui peuvent être différents. Les critères de succès, etc., peuvent être plus importants qu'au début,
où on ne sait pas au début si une idée va être 2 millions d'euros ou 500 millions ou ça va rater. Donc, les critères peuvent évoluer, mais c'est important d'avoir cette discussion. Et donc, la troisième étape? La troisième étape, c'est qu'une fois que vous avez ces idées, l'idée, c'est comme une petite graine, c'est que le début de quelque chose, il faut leur donner vie. Et pour leur donner vie, la meilleure manière, c'est de créer des prototypes. Et le plus vite vous le faites et le plus à un coût le plus limité, le mieux ça va être. Donc ça peut être avec AI, vous pouvez faire des concepts, illustrations de concepts. Vous pouvez faire si c'est par exemple une nouvelle application, vous pouvez avoir un wireframe, un concept de l'application ou même la première page de l'application. Si c'est une expérience, vous pouvez même créer une petite vidéo de l'expérience qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister. Et la chose qui est très importante, c'est d'avoir des réactions des gens qui ne sont pas dans l'équipe. Parce qu'il y a toujours des biais dans les équipes. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc, plus on n'est pas nécessairement l'utilisateur ou l'utilisateur typique. Donc, c'est vraiment important de créer ces prototypes et de les montrer au plus de gens possible. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Au contraire, plus c'est imparfait, mieux c'est, parce que vous allez avoir des meilleures réactions. Les gens vous diront ce qu'ils en pensent franchement. Si ça a l'air finalisé, les gens peuvent se dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose que vous savez qu'ils ne savent pas, et donc les réactions peuvent être plus mitigées. Mais le plus vite possible, créer des prototypes pour que ça ne soit pas des mots, mais que ça soit une réalité, et parler aux utilisateurs. Et la dernière étape? Et la dernière étape, c'est se préparer à soit le mettre, si c'est un produit, un service, le mettre sur le marché. Si c'est à l'interne, faire des changements sur les équipes, sur la restructuration, quelle que ça soit. Et pour ça, c'est important d'anticiper ce qui peut se passer le plus possible. Donc, il y a différents outils pour ça. Il y en a un mais il y a une idée qui, je pense, qui est importante et souvent pas parlée, c'est que quand on fait un plan d'action, en général, on fait un plan d'action et qu'il y a qu'un plan, il y a une chose qu'on fait. Alors, on doit faire ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce que je recommande, c'est d'utiliser le principe de créativité au plan d'action aussi. Parce qu'il y a plus qu'une manière de trouver des partenaires. Il y a plus d'une manière de fabriquer quelque chose. Il y a plus d'une manière de le mettre sur le marché. Il y a plus d'une manière de décider avec si c'est un produit de grande consommation, avec quelle chaîne de supermarché vous allez marcher. Donc, continuez votre principe de créativité, même quand vous êtes en train de lancer quelque chose. Tu as beaucoup parlé d'IA à différentes étapes. Alors, il s'avère que moi aussi, j'utilise beaucoup de workshops dans mes travaux de consultant. Et en réalité, j'utilise l'IA de plus en plus en phase exploratoire et pour les brainstorming. Tu l'as évoqué. Comment est-ce que tu vois demain l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ton travail? Comment est-ce que tu vois évoluer tes travaux avec l'IA? C'est une bonne question. C'est difficile. Vu la manière dont le progrès est en train de changer, je ne peux pas te répondre à 5 ans. Mais ce que je vois, c'est que on parlait des deux phases de créativité, le diverge, le divergence quand on regarde des options, et la convergence quand on fait des choix. Je pense que sur la divergence, l'AI est très bien parce qu'il peut avoir très rapidement beaucoup d'options et des options pour lesquelles on n'a pas pensé. Pour l'instant, je pense que la convergence a besoin d'avoir en tout cas une grosse partie qui est humaine, parce que ces décisions, il y a beaucoup d'éléments, et aussi que la partie, tout ce qui était testé, c'est-à-dire que même si il y a des programmes où vous pouvez avoir en 10 minutes, vous pouvez dire je veux une idée sur, etc. et il va vous donner un concept finalisé. Mais ça ne va pas dire que ce concept, il faut qu'il soit, pour l'instant, il va être acheté ou subi ou utilisé par les humains. Donc cette partie-là, alors c'est vrai qu'on parle de data synthétique, où vous pouvez votre idée, il y a un consommateur théorique qui va vous donner la réponse. Pour l'instant, j'ai certains doutes, en tout cas sur les idées qui sont vraiment innovantes. Reprenez votre barre protéinée, si vous ajoutez du chocolat et que vous aviez de la menthe, probablement, vous pouvez avoir une raison. Mais pour les idées qui vraiment demandent des changements de comportement, je pense qu'il faut encore... l'humain est très important. C'est vrai que sur l'idéation, l'IA est très forte et donc elle peut aider
sur toute la partie divergente, comme tu le dis, il est assez probable qu'elle soit aussi très utile sur la partie prototypage, parce qu'aujourd'hui, pour le Oui, software, hein, en l'occurrence, ou d'ailleurs même sur certaines recettes, hein, tu parlais de food, mais on peut utiliser l'IA en mode créatif pour imaginer des prototypes et oui, même les implémenter sous forme de software, par exemple. Sur la phase vraiment en amont, l'identification des problèmes ou des questions, l'IA peut être aussi pertinente. Elle peut essayer de tout à fait. transformer le problème et questionner. Euh, Là où, bon, on peut l'utiliser toujours en idéation pour trouver des moyens de la commercialiser, cette idée ou ce prototype ou cette solution. Mais c'est vrai que sur la toute fin, bon, c'est un peu plus compliqué d'utiliser l'IA. Pour autant, euh, moi, je ne serais pas étonné de voir dans les 3-4 ans qui viennent, peut-être même 50% du processus qui serait délégué à des agents intelligents portés par des IA. Hein. Oh, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça va aller très vite. Mm. Alors, la question qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout le monde a son intelligence artificielle? Parce que on peut faire des projections en assumant que rien ne change, mais comme tout le monde va changer très vite en même temps, on le voit bien sur les guerres où tout le monde a des drones maintenant et probablement l'intelligence artificielle. On est quand même à un niveau il y a toujours un niveau de compétition. Et quand on parle de produits ou de services, il y a une limitation, c'est notre pouvoir d'achat. Et donc, de toute manière, on ne peut acheter que, même si on a des produits idéaux créés par l'intelligence artificielle, qui va les acheter? Et il y a une limitation et une compétition à ce niveau-là. Donc, c'est la partie qui est intéressante, fascinante et dont je n'ai pas de réponse. Et puis, il y a un autre sujet aussi, c'est l'uniformisation des idées. Si tout le monde utilise l'IA, Exactement. bon, on va avoir à peu près tout le monde les mêmes solutions ou les mêmes approches. Et d'ailleurs, tu parles beaucoup de diversité dans le processus d'innovation. L'IA, d'ailleurs, est une nouvelle forme d'intelligence qui est dans le processus enrichi de sa diversité. Euh, les différentes parties qui constituent les équipes qui vont imaginer les solutions et les implémenter. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la diversité est un point très important dans le processus? Parce que on est dans un monde qui est complexe et de plus en plus complexe et qui change de plus en plus vite. Et pour résoudre des problèmes complexes, on doit avoir des perspectives multiples. Et donc la diversité, c'est ce qui amène des perspectives multiples. Et l'intelligence artificielle, effectivement, une autre perspective, qui est basée sur la partie humaine, mais qui a une manière de penser différente. Donc c'est un élément de diversité. Le grand risque, c'est quand on a des équipes où tout le monde a à peu près le même profil, on a des biais qui sont multipliés par le fait que tout le monde voit le problème ou les solutions ou les choses de la même manière. Donc, avoir des gens qui ont différents niveaux d'expérience, différentes fonctions, différentes manières intelligentes, différentes manières dont ils pensent de manière différente est très importante pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont complexes et qui ont des aspects multiples. Bon, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est de la théorie, puisque pour l'instant, même si on lit le livre, ça reste quand même des idées. Et or, ton livre est très pratique. Oui. Il est fait pour être utilisé. En tout cas, les idées qui sont développées sont faites pour être utilisées. Et d'ailleurs, tu proposes un plan en plusieurs étapes, en plusieurs semaines, pour vraiment mettre en pratique les enseignements qui sont dans le livre. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme en plusieurs semaines? Oui, alors je vais juste revenir un petit peu sur le livre. Quand j'ai écrit ce livre, ça fait 20 ans que je suis sur l'innovation. Je peux parler d'innovation. Toi et moi, on peut en parler. Ça ne change rien si vous ne changez pas ce que vous faites. Vous commencez à penser donc, chaque chapitre de mon livre a une pratique qui essaye de soit une réflexion, soit quelque chose que vous essayez dans un meeting, soit vous essayez un nouvel outil. Et à la fin, je voulais créer une mini-expérience. Et donc, cette expérience, c'est de voir le monde de manière différente en utilisant l'innovation. Donc, la première semaine, c'est vous. Comment est-ce que vous pouvez changer des choses dans votre vie? Alors, ça peut être simplement, prenez une nouvelle classe, prenez un nouveau cours,
quand vous conduisez votre voiture pour aller au boulot, prenez une nouvelle route, changez votre routine. Juste des choses comme ça qui commencent à tout d'un coup, vous allez voir des choses différentes parce que vous avez une journée différente. La deuxième semaine, c'était vous avec quelqu'un d'autre. Donc, faites cet exercice avec quelqu'un d'autre, que ce soit votre partenaire, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous travaillez, que ce soit vos enfants. Faites des exercices, réfléchissez comment, en changeant des choses entre vous deux et en ayant, quand on travaille avec quelqu'un d'autre, vous avez la possibilité d'avoir du feedback et de la réflexion. Qu'est-ce que ça change? La troisième semaine, c'est vous et votre environnement. Donc, au travail ou des choses comme ça, essayez des choses différentes. Donc, à chaque fois, il y a 1 ou 2 activités suggérées. Et aussi, ce que je recommande, c'est le temps de prendre de la réflexion. Parce que on apprend le plus en faisant les choses, on apprend, et avoir le temps de réfléchir sur ce qu'on a appris, on apprend encore beaucoup plus. Donc, c'est ça qui est important. La 4e semaine, c'est penser à vous, à votre impact dans le monde. C'est une grande question, mais comment est-ce que vous pouvez créer quelque chose de différent avec un impact sur d'autres gens? Alors, si vous pouvez apprendre une nouvelle leçon à quelqu'un, vous pouvez travailler dans faire du volontariat dans une association à but non lucratif, quelque chose qui vous donne une impression comment créer quelque chose de nouveau et innover à vous et le monde. Et la 5e semaine, c'est mettez toutes les parties ensemble et créer un mini exercice depuis quel est le problème que je veux résoudre jusqu'à avoir des solutions que je peux essayer et voir ce qui se passe. Donc, c'est une mini expérience et si vous le faites, au bout de 5 semaines, ça permet de tout d'un coup, c'est une expérience, vous pouvez l'appliquer sur bien d'autres éléments. On a tendance à être dans nos habitudes, ce qui est très bien, mais sortir de nos habitudes, ça nous permet de voir le monde de manière différente et donc c'est le début de l'innovation parce qu'après tout, l'innovation, c'est le changement. Merci Hélène. Je rappelle le titre de ton livre, Fire Up Innovation, qui est disponible partout, hein, sur Amazon en l'occurrence. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à Trendspotting pour continuer à explorer les tendances qui changent notre monde. À très bientôt pour un nouvel épisode.